1344. Huchon, en Bourgogne, une forteresse imprenable, des personnages oubliés de l'histoire et un secret qui sommeille depuis des siècles. Imaginez une reine, Jeanne de Navarre, foulant le sol de ces lieux chargés d'histoire aux côtés d'une femme aussi puissante que mystérieuse. Jeanne de Châteauvillain, dame d'Huchon, c'est cette histoire fascinante, digne des plus grandes légendes médiévales que Laurence Dolay, auteure passionnée et fine connaisseuse de la région, a ressuscité dans son roman Jeanne, dame d'Huchon. Après 10 ans de recherche minutieuse et une immersion totale dans le passé, elle nous ouvre les portes d'un monde oublié, une rencontre fortuite avec un texte ancien, une passion dévorante pour Huchon. Comment Laurence Dolay a-t-elle réussi à tisser la grande histoire avec la petite, la réalité avec la fiction? Dans cet épisode, plongez au cœur du Moyen-Âge, découvrez les secrets de l'écriture d'un roman historique et laissez-vous transporter par la passion contagieuse de Laurence Dolay. Des anecdotes captivantes sur la vie de Jeanne de Châteauvillain, au défi de la recherche historique, en passant par l'importance de la région d'Huchon dans son œuvre. Ce podcast vous réserve bien des surprises. Bienvenue dans l'univers fascinant de Laurence Dolay. Naviguer entre Jeanne, dame d'Huchon et le mentorat d'écriture. Bonjour Laurence. Bonjour Manuel. Vous allez nous parler de votre ouvrage. Oui. Là, je suis content de te recevoir. J'espère que nos auditeurs voudront encore en apprendre. Dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes, nous dire un peu d'où tu viens, etc. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans la littérature? Alors en fait, je viens du Creusot, donc l'autre côté de la Saône, pour les Bressans. Donc le Creusot qui est une ville plutôt industrielle. Et j'ai donc passé toute mon enfance, mon adolescence et une partie de ma vie d'adulte donc au Creusot ou dans les environs. Alors je dirais que la littérature fait partie de ma vie depuis mon plus jeune âge, puisque dès que j'ai su lire, à l'âge de 5 ans, eh bien les livres m'ont accompagnée toujours, tout le temps. Et l'écriture, bien sûr, est venue après, mais peu de temps après. Peu de temps? Tu veux dire dans ton adolescence? En fait, dès l'enfance, puisque à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à remplir un petit cahier, comme journal intime, bien sûr. Et j'ai continué donc à écrire, à la fois pour raconter mes journées de petite fille, mais plus tard, au niveau du collège, avec des copines, nous avions créé un petit journal. Et ce petit journal, donc, que l'on distribuait comme ça à nos amis. Donc voilà, littérature, lecture et écriture, vraiment sont des piliers dans ma vie jusqu'à maintenant. Un terme anglo-saxon, le storytelling. Exact, on en reparlera la prochaine fois. Donc l'écriture, par rapport à notre région, je voulais savoir l'importance de Huchon et par rapport à la région. Est-ce qu'il y a une corrélation? Alors en fait, Huchon est un lieu qui se trouve à une douzaine de kilomètres du Creusot. Donc pour les Creusotins, pour les habitants de Montceau-les-Mines, pour les Autunois, c'est un lieu vraiment qui est visité, on va se promener. Et Huchon en Saône-et-Loire, c'est un endroit quand même assez emblématique, puisque il se situe quand même c'est un petit mont qui est à 680 mètres d'altitude, à son point culminant. Et surtout, sa caractéristique, ce sont les fameux chaos granitiques
qui ont des formes, qui ont évoqué des animaux pour les Huchonnais. Et quand on va à Huchon, en général, on va voir les rochers du Carnaval, d'où on a une vue exceptionnelle, notamment sur le Mont Beuvray, qui est en face, donc qui fait partie voilà, de notre département. Et puis également bien plus loin, puisqu'on peut même apercevoir la chaîne des Puys. Donc c'est pour dire que vraiment c'est un endroit qui mérite d'être connu. Tu m'as dit que c'était une nature ensorcelante. Oui. Donc là, on en vient à ce mot. Ça fait un peu storytelling, c'est-à-dire que tu fais parler les arbres, les rochers. Oui, alors il y a beaucoup de personnes qui les ont fait parler avant moi, parce que c'est vrai que il y a quand on se promène dans cette nature huchonnaise, on ressent des présences, puisque en fait il y a des traces gallo-romaines. Il y a des rochers qui possèdent ce qu'on appelle des cuvettes, donc des rochers à cuvettes, où on pense que certainement il y a eu des cérémonies druidiques. D'où effectivement cette atmosphère qui nous ensorcelle, puisque en temps de brouillard, on aperçoit ces silhouettes de rochers et on se promène dans cette forêt avec de très beaux arbres. Donc on est vraiment pris dans une ambiance et tout le monde y est sensible. Après Huchon, cette terre d'émotion, pourquoi as-tu choisi de revisiter cette région dans un contexte historique différent ? Alors en fait, parce que bien sûr, il y a cette nature que j'ai voulu vraiment fêter avec ce livre Huchon, terre d'émotion, mais il y a également le patrimoine historique d'Huchon. Alors ce patrimoine, il est visible parce que déjà il y a cette petite église qui est tout à fait pittoresque. Elle est perchée sur un rocher, comme ces gros rochers de granit. Elle suit la pente, c'est-à-dire que quand on entre par le fond de l'église, on monte en direction du chœur. Et cette petite église date du XIIe siècle en partie. Et puis nous avons aussi un oratoire, un bel oratoire, lui qui est plus récent, qui date du XVIe siècle. Et en face de cette église et de cet oratoire, il y a des vestiges de châteaux. Alors ces vestiges, au fil du temps, ils ont subi l'outrage, bien sûr, là de la nature qui l'a envahi sous forme de lierre, de ronces. Et puis, il a servi aussi beaucoup de carrières, comme dans beaucoup d'endroits, pour les chaumières, pour construire. On récupérait évidemment ce qui était le plus proche. Donc, le château a été démantelé comme cela. Mais il reste des vestiges, et notamment un pan de mur qui fait vraiment face à l'église. Et ce pan de mur, on voyait au fur et à mesure des années qu'il perdait de sa hauteur, puisque grignoté par le lierre et les intempéries qui faisaient chuter les pierres au fur et à mesure. Alors, moi, je trouvais ça dommage que finalement, on laisse ce patrimoine un petit peu disparaître, voilà, d'année en année. Et j'ai eu la chance, en fait, d'habiter un autre lieu emblématique d'Huchon, qui est l'ancien prieuré. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'histoire de cet ancien prieuré, qui évidemment m'a conduite à l'histoire des seigneurs d'Huchon. Et là, il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter. Et comment as-tu découvert ce personnage de Jeanne de Châteauvillain ? Alors Jeanne de Châteauvillain, en fait, je l'ai découvert parce que quand nous avons visité avec ma famille la première fois le prieuré d'Huchon, il y avait un cadre dans lequel se trouvait un extrait d'un livre, 8 jours à Huchon, qui racontait qu'en 1344, une reine, Jeanne de Navarre, était venue visiter sa gouverneresse qui s'appelait Jeanne de Châteauvillain.
Alors évidemment, ma curiosité a fait le reste. Je me suis posé la question, qui est donc Jeanne de Châteauvillain, qui est Jeanne de Navarre, et de fil en aiguille, ça m'a conduit à ce livre. Laurence, est-ce que tu peux nous parler du processus de recherche historique pour ce roman? Tu as dû aller chercher dans les bibliothèques ou à la médiathèque de Louhans peut-être? Alors en fait, à partir du moment où j'ai commencé à approfondir le sujet des seigneurs du Chon, je me suis aperçue que les seigneurs venaient d'endroits différents, notamment de Châteauvillain. Donc Châteauvillain se situe entre Châtillon-sur-Seine et Chaumont. Et puis il y a également la famille de Semur, donc Semur-en-Brionnais. Et puis évidemment des auteurs qui ont écrit sur l'histoire de la Bourgogne. Donc en général on commence à tirer le petit fil de la pelote et puis au fur et à mesure on découvre et on a de nouvelles pistes à explorer. Donc c'est vraiment pendant plusieurs années, j'ai exploré beaucoup de pistes, donc à la fois en restant chez moi grâce à Internet, en lisant des livres, mais également en allant sur place et en rencontrant d'ailleurs des historiens locaux qui connaissaient sur le bout du doigt plein de choses qui pouvaient m'intéresser pour mon roman. Mais alors, il y a un peu de fiction quand même, parce que je me suis posé des questions. Comment tu as fait pour lier les moments de fiction et la réalité? Oui, alors en fait, je me suis incarnée dans Jeanne de Châteauvillain, tout simplement. C'est-à-dire que à force de découvrir des éléments historiques, je me suis fabriqué ce personnage qui s'est profilé au fur et à mesure et je me suis sentie proche de cette femme qui avait comme quand même une caractéristique, c'est que elle a été veuve à l'âge de 23 ans. Et elle ne s'est jamais remariée, ce qui montre un caractère quand même assez affirmé, parce qu'à l'époque, bien sûr, une fois veuve, en général, soit on allait au couvent, on va dire, soit on se remariait, parce qu'évidemment, elle était très riche, elle avait de belles possessions, de beaux domaines, de belles seigneuries, et je pense qu'elle a dû être courtisée, mais elle n'a jamais cédé. Et elle s'est beaucoup battue pour l'héritage aussi de ses enfants, puisque son mari, le seul qu'elle ait eu, avait déjà été marié 2 fois. Il était plus âgé qu'elle, bien sûr, comme ça se faisait à l'époque. Et elle a dû aussi se battre pour sauver l'héritage de ses propres enfants par rapport aux enfants des mariages précédents. Donc, une personnalité qui transparaît. Également, elle tenait ce qu'on appelait les jours de justice, c'est-à-dire que quand il y avait des jugements qui étaient proclamés et peu satisfaisants pour ceux qui étaient condamnés, eh bien il y avait une justice d'appel et elle venait à Huchon pour pouvoir faire cette justice d'appel. Et là on voit notamment lors de cette anecdote donc, que je raconte dans le roman, qui est une anecdote véridique, eh bien, on voit qu'elle ne se laisse pas faire. Voilà. Peut-être que c'est encore un peu trop tôt pour toi, mais est-ce que tu as d'autres projets de livres? Oui, j'ai d'autres projets de livres. Alors, à titre personnel, en fait, je me rends compte que je suis très sensible aux lieux. Et donc, il y a un autre lieu emblématique, mais qui ne se situe pas du tout en Bourgogne, dont j'ai envie de parler, mais c'est trop tôt pour l'évoquer. Et puis, j'ai un projet, mais là, c'est à titre un peu professionnel, c'est-à-dire que comme j'aide les personnes à raconter leur histoire ou raconter leur témoignage, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre pour une femme qui a vécu l'enfer. Et ça, c'est vraiment très poignant. Et en même temps, c'est, à mon avis, nécessaire pour d'autres femmes, par exemple.
Nous allons donc en profiter pour ajouter un dernier mot pour nos lecteurs, pour nos auditeurs. Si tu as quelque chose à transmettre un peu plus loin que ton roman, on pourra peut-être en parler dans un futur épisode. Oui, alors c'est vrai que pour moi, l'écriture, elle doit également se partager. Donc c'est vrai que je suis également animatrice d'ateliers d'écriture. Et c'est en fait pour montrer que l'écriture, elle est accessible à tous et que c'est très important en fait de pouvoir mettre en mots tous les trésors que l'on peut avoir en soi, les émotions que l'on peut avoir en soi. Et donc pour moi c'est très important de proposer ces ateliers afin que tout à chacun, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on a déjà fait, le rapport que l'on peut avoir à l'écriture, mais renouer avec ce mode d'expression me paraît vraiment nécessaire. Bien écoute, on va te remercier. Merci. Et j'espère que j'aurai encore l'honneur de t'inviter. Et puis tu nous parleras peut-être de tes ateliers. Oui, bien sûr, du rapport à l'écriture aussi, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont envie d'écrire, ont envie de témoigner, et je pense qu'on se fait tout un monde de ce que c'est que d'écrire un livre. Il y a beaucoup de méthodes qui sont données, mais moi, mon rapport à l'écriture et ce que j'ai envie de transmettre, ce n'est pas ça. Voilà. Bon, on en reparlera. Merci Manuel. À bientôt. À bientôt.